RMC, After Paris, François Pinet. After Paris épisode 20. Salut à tous, merci de nous écouter en podcast, de nous regarder sur After Foot TV et sur YouTube. N'hésitez pas à laisser tous vos commentaires pendant ce podcast. Aujourd'hui, podcast spécial Mercato. C'est pour ça qu'on a recruté pour After Paris Fabrice Hawkins. Salut Fabrice. Salut François, je suis là habituellement. Tu viens de temps en temps, mais surtout quand on parle de Mercato. C'est vrai. Voilà. Il est pas cher, mais il est là. Jimmy Brown. Salut Jimmy. Salut François, bonjour à tous et merci pour cet accueil. Avec plaisir. Il n'est pas cher, ça se voit que c'est pas toi qui fais les, qui fais les chèques. Et c'est un honneur de partager le podcast avec Fabrice Hawkins. Quand on arrive à le toucher, c'est. Oui, c'est pour ça. C'est quand même un podcast à ne pas rater. Et puis lui, il est intransférable, forcément. Julien Taxis. Salut Julien. Salut François, salut Même si After parfois Paris. on essayait de mettre dehors. On essaie de m'évincer, mais il est tient. toujours là. Voilà, aujourd'hui, on va donc faire une spéciale Mercato. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de questions autour de ce Mercato suite aux échecs successifs du Paris Saint-Germain. Il y a celui de cette semaine, évidemment, face au Sporting. Est-ce que le Mercato est un échec ? Est-ce que c'est la raison principale des difficultés du PSG ? Est-ce que le PSG doit et va bouger cet hiver ? Et puis les pistes avec toi, Fabrice, et l'enjeu aussi important des prolongations à venir. On a entendu notamment cette semaine le président parler de Ousmane Dembélé et on l'écoutera et on en parlera dans cette émission. Face à Lisbonne, donc le PSG a perdu en raison de son inefficacité, comme souvent cette saison, mais peut-être aussi en raison d'un effectif trop limité. Avant de vous entendre, on va écouter ce que disait Luis Enrique, c'était juste après le match perdu face au Sporting. On a fait les derniers changements parce que Fabi était blessé et on a vu dans les banques seulement 4 joueurs, 5 joueurs, mais rien. Tous les temps qu'il y a des problèmes, t'inquiète pas, c'est le problème de l'entraîneur. Je suis là pour montrer ça. C'est mon responsabilité. Voilà, 5 joueurs sur le banc, c'est ce qu'il dit. Kvaratskhelia qui est entré à la place de Mayoulou, Ramos qui a remplacé Barcola, Zabarni qui a pris la place de Ruiz, Beraldo et Enso qui n'ont pas joué. Faut rappeler aussi quand même que Hakimi Mbaye revenait de la CAN, que Hernandez était suspendu, Neves et Djantou étaient blessés. Est-ce que c'est la raison principale pour vous des difficultés du PSG, ce mercato trop léger, voire raté, puisqu'on va en parler? Moi, je trouve paradoxal la déclaration de Luis Enrique parce que lui-même a revendiqué le fait de ne pas recruter, de ne pas toucher à l'équilibre du vestiaire qui a fait le succès du PSG la saison dernière. Ce qu'il faut préciser aussi, c'est que tu es plombé sur ce match par tes 2 recrues estivales. Que ce soit Lucas Chevalier qui est pleinement responsable sur le deuxième but et Zabarni qui a sa responsabilité aussi, qui est définitivement pas un arrière droit. Depuis le début de saison, on s'interroge sur le fait de savoir si c'est un bon défenseur central. Ça, on n'a toujours pas la réponse, ou plutôt on a de gros doutes là-dessus, et en tout cas s'il est définitivement pas arrière droit, il y a Zabarni. Donc le mercato a été mal géré cet été. Moi je veux dire, il y a une espèce de mélodie autour du PSG, vu qu'on a gagné la saison dernière la Ligue des Champions, qu'il y a eu cette saison exceptionnelle, où tout le monde est un peu sur des œufs et n'ose pas trop critiquer dès qu'il y a des choix qui sont pas... Voilà, moi je suis assez à l'aise avec ça parce que c'est quelque chose c'est une position que j'ai tenue dès l'été. Moi, ça m'a beaucoup étonné de pas régénérer cet effectif, de pas renforcer ne serait-ce que quantitativement, puisque étant donné les cadences infernales que l'effectif avait subi la saison dernière et qui continue à subir cette saison, je pense que voilà, t'aurais pas manqué quand il dit on avait que 4-5 joueurs sur le banc, et c'est pas normal qu'un club comme le PSG se retrouve à devoir finir un match quand tu perds un milieu de terrain avec le changement de poste de Zaïre Emery, avec Zabarni arrière droit. Voilà, sans parler du gardien qu'on évoquera dans un second temps. Donc oui, pour moi, évidemment que le mercato a été mal géré et qu'il est en partie responsable des difficultés actuelles du PSG. Ce qui va faire la différence pour moi, c'est ce que va réussir à faire le Paris Saint-Germain à l'issue de la saison. Parce que souvenez-vous, au début de la saison passée, ce qu'on disait, c'est un peu light. Le recrutement qui a été fait est un peu léger aussi. On parlait des arrivées de Neves, de Désiré Doué, Safonov. On expliquait que c'était peut-être pas suffisant. Et finalement, ils ont réussi quand même à remporter cette Ligue des Champions. Il y a un choix qui a été fait par la direction sportive, assumé par Luis Enrique, tu en parlais, c'est de se dire, on va partir avec le même groupe. Il y a des jeunes joueurs qui sont là, on va peut-être en parler aussi tout à l'heure, qu'il faut prolonger. On veut garder ce groupe-là, on veut garder ces jeunes-là et essayer de faire la meilleure saison possible. Donc là, c'est dur parce qu'effectivement, le Paris Saint-Germain, la saison passée, ça s'est bien passé parce que justement, il y avait quasiment jamais de blessés. Dès qu'il y en a un ou deux absents, notamment ceux qui sont partis à la CAN, on ressent tout de suite un manque, et notamment en termes de profondeur de banc. Mais quand tout le monde sera revenu, s'il y a des bons résultats, je ne suis pas persuadé qu'ils changent énormément de choses.
Julien. J'ai du mal à me dire que les défaites ou les difficultés du moment sont liées au mercato estival. Alors oui, le PSG aurait peut-être pu recruter un peu plus. Là, je parle pas de qualité, je parle de quantité. Peut-être au milieu de terrain, peut-être devant au poste d'ailier, parce que ça c'est un autre débat, mais je trouve les joueurs offensifs tous, à l'exception peut-être d'Ousmane Dembélé qui revient bien, mais là je digresse complètement, assez décevant. Bref, il aurait peut-être fallu un petit peu plus de concurrence, mais 65 matchs la saison passée, des blessures à répétition, enfin pour moi, tout ne s'explique pas par tout, non, mais même j'ai du mal à mettre dans la balance comme facteur véritablement clé le recrutement raté de cet été. Tu parlais de régénérer l'effectif. Oui, les clubs qui ont gagné la Ligue des Champions doivent le faire à partir d'un certain moment. Je pense que le Barça des années 2010 a trop attendu, que le Real de la fin des années 2010 aussi, que le City de Guardiola a trop attendu, mais là on parle d'une équipe qui a 24-25 ans de moyenne d'âge, qui est presque en début de cycle. Je te coupe, Julien, mais tu parlais des décadences, mais en fait, quand tu as fait 65 matchs, et comme le disait Fabrice, c'est presque une anomalie en fait de ne pas avoir eu de blessés l'année dernière. Tu peux t'attendre avec ces cadences-là d'avoir des blessés, et par conséquent de devoir avoir un effectif plus large pour pallier à ces blessures. Je suis d'accord, c'est pour ça que je parlais de quantité. En termes de qualité, c'est encore un autre débat. Mais oui, peut-être que le PSG aurait dû aller chercher un ou deux autres joueurs supplémentaires. Je le prends pas et je ne l'analyse pas aujourd'hui comme un facteur clé des difficultés quand même éparses du Paris Saint-Germain. Alors, on n'est pas sur une saison catastrophique non plus. Est-ce que quand même vous pouvez répondre clairement à cette question, parce qu'on a vu passer les noms de Zabarni, de Chevalier, Marine on le met de côté, le gardien qu'on n'a pas beaucoup vu, qui ont été recrutés donc par Luis Enrique et par le PSG. Est-ce que c'est un échec ce mercato individuellement? C'est dur de condamner à mi-saison. On est fin janvier. Si Chevalier fait la deuxième partie de saison de Donnarumma la saison dernière, qu'est-ce qu'on dira au mois de juin? Mais force est de constater que le Chevalier d'aujourd'hui ne remplace pas au moment où on est en train de parler, ne remplace pas, et loin de là, Donnarumma. C'est pas du même niveau. Moi, je regardais hier après le match de l'OM les résumés de la soirée. Et j'ai vu le match d'Unai Simon notamment avec Bilbao. Unai Simon qui est un gardien qui avait été lancé en équipe d'Espagne par Luis Enrique à l'époque, qui vaut peut-être la moitié du prix de Chevalier. Je me suis dit tiens, pourquoi pas, qui avait sorti un gros match contre le PSG en plus déjà, qui avait été énorme avec Bilbao, qui est à Bilbao, ça aurait été une piste qui m'aurait emballé, parce que peut-être plus d'expérience du très haut niveau de par sa carrière en sélection. Après, quand Chevalier arrive, il fait l'unanimité. Quand Lucas Chevalier arrive, tout le monde dit que c'est une bonne idée. Pas tout le monde. Pas tout le monde. Quand c'est Chevalier pour remplacer Donnarumma. La majorité des gens disent que Donnarumma a fait une grande saison, et c'est vrai qu'il aurait été bien de continuer avec lui aussi, mais une fois que Luis Enrique s'explique le pourquoi du comment, son choix, notamment par rapport à son jeu au pied, et est-ce que vous avez vu une grande différence de jeu au pied entre Chevalier et Donnarumma? Force est de constater aujourd'hui, comme le disait François à l'heure où on fait le podcast, effectivement, c'est pas beaucoup mieux que Donnarumma. Alors, justement, on va écouter Luis Enrique. C'était vraiment ce jeudi, donc Luis Enrique en conférence de presse, qui a tenu à défendre le recrutement et ses joueurs, que ce soit Chevalier et Zabarni. Il demande du temps, tout simplement. Cette année, on a signé 3 joueurs, Renato, Zabarni et Lucas Chevalier. Et tu peux apprécier que c'est difficile d'entrer dans la dynamique normale. Et c'est normal de les critiques, ce sont là. C'est important de savoir que quand tu arrives dans une équipe de ce niveau, c'est habituel. Et je me répète, je suis très content de ce que j'ai vu avec les nouveaux joueurs. Bien sûr qu'ils peuvent améliorer, les trois, mais c'est la dynamique normale que je pense que ça se passe dans une équipe de ce niveau. Voilà, ils peuvent améliorer, mais éloge de la patience. Il faut être patient, que ça soit. Mais je crois qu'il il m'a crevé la moitié des matchs, Chevalier. Zabarni, dès qu'il joue, c'est une pipe. Non, il va pas te dire ça. Je crois que le son a été coupé, mais il parlait de Désiré Doué, Bradley Barcola, sur lesquels il y a eu énormément de questionnements la saison dernière. Oui, voilà, il rappelait aussi qu'il y avait eu des critiques pour d'autres joueurs. Comme il l'avait dit sur le poste de finalement, latéral droit concernant Achraf Hakimi, faut-il aller chercher une doublure pour Hakimi? Si c'est pour aller chercher un mec qui ne va pas jouer, qui ne rentre pas dans le cadre, qui n'a pas les qualités, qui n'a pas l'ADN de ce que moi je veux construire au Paris Saint-Germain, ça sert à rien. Ça, c'est le discours de Luis Enrique, mais est-ce que Luis Campos, il n'est pas un peu frustré? Là, on sait qu'il aime bien quand même ces périodes de mercato. Est-ce que, très clairement, Fabrice, tu es là pour ça, ça va bouger? Et sous le contrôle de Fabrice, ils fonctionnent main dans la main, les deux. Ils fonctionnent main dans la main. Il y a une grande entente entre les deux. Les dossiers sont validés par l'un et l'autre, ce qui crée justement, ce qui ne crée pas de frustration. Est-ce que ça va bouger? Je pense pas, très honnêtement. Après, le résultat que l'on voit, ça va pas changer. On est dans
on n'est pas à l'abri. dernière On n'est pas à l'abri. Un petit Même pas jeune. le petit du Barça, là Si, le On petit va en jeune du parler Barça, du Dro Fernandez. Fernandez, On en reparlera plus tard, mais si, lui, il est toujours Je pense respiré, pas il n'y a pas qu'on- de problème. je Mais en pense tout cas, pas un qu'on- autre joueur dans un secteur où le Paris Saint-Germain a quelques lacunes parfois, je ne pense pas que ça va arriver. Et je pense même que c'est en préparation. On travaille déjà pour anticiper aussi C'est ce que certains j'allais joueurs dire. qui ne sont pas Je prolongés. Hein, mais on y pense- travaille pour l'été prochain. Je pense pas qu'on travaille comme ça au Paris Saint-Germain, parce que là, on est quoi ? On est le 22 janvier, on est quasiment sur la période du panic buy, quoi. Si tu vas chercher un joueur parce qu'il faut aller chercher un joueur, c'est quelque chose qui n'a pas été forcément anticipé. Dro Fernandez, je sais pas si c'est une opportunité de marché, si c'est... C'est une opportunité de marché. Ouais, mais voilà, recruter pour recruter le 23 janvier, non, sauf si ce sont, et là, Fabrice pourra nous en parler, des dossiers qui existent, qui ont été travaillés à l'image d'un Gvisha Kvaratskhelia. Mais Kvaratskhelia, c'est une anomalie sur le marché d'hiver. C'est quelque chose de complètement atypique d'aller chercher un joueur aussi fort et aussi coté à cette période de l'année. Et c'est un mec qui t'avait quand même changé la phase de ta deuxième Bien partie. sûr. Sur Mais lequel regarde- ils étaient, mais il y a la regarde- spécificité, tu le disais Julien, ils étaient dessus depuis un petit moment. Moi, on m'a fait savoir très tôt dans le mercato, on avait d'ailleurs fait un papier là-dessus sur RMC Sport.fr pour expliquer justement que sur ce mercato-là, il n'y aurait pas forcément de coups comme Kvisha Kvaratskhelia. Alors avec Dro Fernandez, il risque d'y avoir quand même un recrutement, comme on peut dire, d'opportunité, opportunité de marché, mais un joueur de cette trempe-là, avec autant d'expérience en Europe, je crois vraiment pas me tromper en me disant que ça ne va pas arriver avant le 1er février. Donc Luis Enrique, fidèle à ses positions, il ne veut pas justement toucher à ce groupe-là. J'ai l'impression que tu le déplores, Jimmy. Non, mais moi je m'attendais pas à ce qu'il y ait un joueur à Non. 70 millions d'euros qui arrive cet hiver. Là où je rejoins Julien, c'est que c'est une anomalie. Kvara, c'est très rare d'avoir un joueur de cette stature-là, mais voir un joueur clairement, de toi, cette tu stature-là t'attends débarquer en hiver. quand même à ce que ça bouge un peu. Moi, quelque chose. j'aurais apporté quantitativement. Voilà, je pense que même rien que le petit qui risque d'arriver au milieu, ça te fait une solution de plus. Ça t'évite de devoir, quand t'as pas Hakimi, redécaler Zaïre Emery au milieu, comme ça a été le cas contre le Sporting, rentrer Zabarni arrière droit, où on voit que c'est clairement pas son poste. Enfin voilà, t'es trop court. Moi, je pense qu'il te manque 2-3 éléments. Un peu, et encore, j'allais dire un peu confirmé, c'est pas le cas de la potentielle recrue du PSG. Moi, je vais pas te mentir, je n'ai aucune idée de ce que vaut le joueur. J'en ai entendu parler, mais moi, j'ai jamais vu jouer. En tout cas, le Barça est furieux de le perdre. Oui, On va en parler. c'est déjà un bon signe. Mais oui, je pense que tu n'aurais pas perdu à étoffer ton effectif et surtout, encore une fois, à mieux gérer ton été dernier. Mais la C'est plus difficulté, l'été en fait, dernier que là, sur ce mercato, que j'ai envisagé des recrues. Sur le recrutement, en fait, la difficulté qu'ont le Paris Saint-Germain et son directeur sportif, c'est que amener des joueurs pour amener des joueurs, c'est compliqué. Et lui, il est face à un groupe de champions d'Europe, on le sait, avec des jeunes joueurs qui poussent, qui veulent du temps de jeu, qui sont aussi courtisés par les plus grands clubs européens. Et il a un calcul aussi en se disant, si j'amène un joueur, qui est-ce que je vais sacrifier presque ? Donc l'enjeu, il est là aussi. S'il n'y a pas de départ, de gros départ, à moins que les résultats soient vraiment catastrophiques, il n'y aura pas de grosses arrivées. Mais parlons du- régénérer, comme il disait, le groupe, voilà. Parlons du milieu de terrain. Au-delà va de régénérer, J'ai du mal avec ce terme. Oui, régénérer, moi. il est mal choisi, Ouais. je le concède. moi, Mais je- juste quantitativement, pardon, François, le milieu de terrain. Il y a 3 postes. Vous pouvez me citer les 3 doublures, moi, des 3 milieux de terrain ? Mais il n'y en a pas, Si t'as ça, on 6 est d'accord. joueurs. Dro Fernandez, c'est très bien parce que. Donc, parce que déjà, Fabien c'est Vitinha, une anomalie. Joao- Bah, t'as Mayoulou Après, il n'y en a qui pas, peut jouer au si. milieu Si, de si, terrain. si, Mayoulou. Mayoulou, Zaïre Doué, Emery, Warren Zaïre Emery. Zaïre Emery, il est considéré comme un arrière droit Ouais, parce que mais- c'est la doublure d'Hakimi, on n'en a pas recruté, on est d'accord. Non, mais Et doublure il d'Hakimi, il y a performe à Neves, ce- il y a Il y a Doué. Et il performe à ce poste-là. Mayoulou Doué, a joué il est- là-bas aussi. Kambini, mais Non. à un moment donné, tu as aussi besoin de joueurs qui connaissent le poste. Encore une fois, il a 18 ans, le gamin, Dro Fernandez, mais qui ont les spécificités du poste. Et c'est le cas de Vitinha, Joao Neves et Fabien Ruiz. C'est moins le cas des autres. Et Warren aussi. Voilà, mais Warren qui est considéré comme un arrière droit. Donc déjà, tu te dis Non, que quantitativement. mais il n'est pas totalement considéré comme un arrière droit puisque ce poste-là, Neves aussi a pu le couvrir et Mayoulou dans l'esprit Oui, aussi. de. Il est beaucoup plus à la marge. Oui, mais Fabrice, dans je suis d'accord l'esprit avec de. moi. Je suis d'accord avec toi, Et il mais a dans d'ailleurs l'esprit très de Luis. bien performé à ce Dans, poste, dans l'esprit de Luis Warren. Enrique, dans ce poste-là, il y a vraiment quand on a le ballon et quand on n'a pas le ballon. Et Oui. généralement, ils l'ont Pas le le même ballon. rôle. Et c'est pour ça qu'Hakimi, d'ailleurs, quand il est arrière droit, vous l'aurez noté, il est tout le temps devant, il marque Oui, des buts, oui, passe bien décisive. sûr. Donc finalement, dans ce poste-là, dans le T'as schéma pas de Luis besoin Enrique, d'un arrière droit type. tu peux être milieu de terrain exactement et le couvrir. Oui, mais Alors, l'interchangeabilité a ses limites. à mes yeux. Deuxième partie d'After Paris dans un instant, vous restez avec nous bien sûr parce qu'on va parler de ce fameux Dro Fernandez, où on en est, c'est les infos de Fabrice dans un instant, et puis on va parler des cas particuliers, des prolongations de contrat et notamment celle de Dembélé. A tout de suite. Deuxième partie d'After Paris spécial Mercato, Julien Taxis, Fabrice Hawkins, Jimmy Brown. Cette semaine, le Mercato du PSG avec donc ce dossier dont vous voulez absolument parler. Là, voilà, vous n'avez que son nom à la bouche parce que finalement, vous voulez le voir arriver, ce Dro Fernandez, mais il n'est pas encore à Paris, à l'heure où on se parle. Fabrice, où on en est de ce dossier ?
quelles sont les difficultés peut-être que peuvent rencontrer le Paris Saint-Germain? Alors, pour bien comprendre déjà pourquoi est-ce que Paris est venu, comment c'est sorti, Dro Fernandez, donc, qui est un joueur qui est partie intégrante du groupe du FC Barcelone, qui est vraiment couvé, apprécié par tous les éducateurs et notamment par Hansi Flick, il a annoncé donc à son entraîneur qu'il allait quitter le FC Barcelone. Son entraîneur, il était vraiment en colère, très 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 furieux, et assez rapidement le jeune milieu s'est confié à ses coéquipiers en leur disant qu'il souhaitait et il allait signer au Paris Saint-Germain. Voilà comment c'est sorti, et ensuite vous savez comment ça s'est emballé. Bon, on a pris les infos, on a réussi à savoir qu'il y avait un accord déjà entre Dro Fernandez et le Paris Saint-Germain, et la particularité du dossier, c'est que il a une clause qui est assez faible pour son talent, et ça forcément ça énerve la direction. Comment tu l'expliques ça, du la FC clause, Barcelone. elle est à 6 millions, c'est ça? Ouais, elle a 6 Comment millions. un joueur couvé, formé, dont Une on bonne attend négo. énormément. Comment t'expliques que la clause de Dembélé, elle était de 50 millions d'euros à l'époque? Je me l'explique pas, mais C'est des bonnes ouais. négos, tout simplement. À un moment donné, il y a un rapport de force entre les agents, le club, et si tu veux mon joueur, il faut accepter telles conditions. Donc ils ont cédé pour Dro Fernandez, pour Dembélé à l'époque, souvenez-vous, et aujourd'hui, le joueur peut aller où il veut, et il veut aller au Paris Saint-Germain. Donc pourquoi est-ce que ça prend du temps? Parce qu'il y a tout un processus ensuite qui se met en œuvre, notamment pour lever la clause. Ça se passe pas exactement comme en France, et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone ont d'excellentes relations. Les deux présidents, Nasser El Khelaifi et Laporta, donc il y a une volonté aussi de ne pas froisser les homologues espagnols, sachant que eux forcément aimeraient un petit peu plus une rallonge du Paris Saint-Germain sur les 6 millions d'euros de clause, et pour l'instant le Paris Saint-Germain ils sont pas trop chauds pour mettre 1 euro de plus. Donc c'est toujours en bonne voie. Le Paris Saint-Germain espère toujours récupérer assez rapidement Dro Fernandez, mais il y a, je vais pas dire ce point de blocage, mais il y a, j'allais dire, ces relations à soigner entre clubs. Pour être très clair, c'est vraiment une opportunité parce que justement, ils ont repéré qu'il y avait cette clause assez faible pour un joueur dont on dit le plus grand bien, même si c'est vrai qu'il n'a pas joué beaucoup au haut niveau. J'ai cru lire aussi, Paris, Fabrice, tu me le confirmeras. C'est un pari quand même. Que son agent est le même agent que Luis Enrique. Oui, on a fait un papier là-dessus d'ailleurs pour expliquer un petit peu tout ça. C'est-à-dire que Ivan de la Peña et son équipe travaillent aussi pour Luis Enrique. C'est eux qui ont emmené Arnau Tenas. Ils ont Gavi, ils ont Eric Garcia aussi au FC Barcelone. Et bon, c'est un secret de polichinelle. Alors bien sûr que ça a aidé dans les négociations d'avoir l'agent de l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Il y a eu des échanges directs entre Luis Enrique et Dro Fernandez. Et il a joué un grand rôle dans ce travail qui a été fait de séduire ce joueur. Parce que, encore une fois, on verra ce que ça donne sur le terrain. On va le laisser arriver d'abord. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de clubs qui étaient sur lui. Ouais. Des clubs vraiment de premier plan qui lui ont fait la cour, notamment anglais, qui lui proposaient peut-être un peu plus d'argent. Mais il y a cette promesse-là qui souvent fait mouche. D'ailleurs, j'ai remarqué ces dernières années, depuis que Luis Enrique est là, quand il échange avec les jeunes joueurs notamment, c'est cette promesse presque de faire progresser, de temps de jeu. Chez moi, tu vas progresser, tu vas devenir le joueur que tu rêves de devenir. Et bon, il a le passif et les exemples qui ne manquent pas. Donc, Dro Fernandez était convaincu. C'est un joueur qui effectivement semble Luis Enrique compatible, même s'il faudra voir tout ça sur le terrain. Joueur technique, milieu offensif, numéro 10. Il peut jouer numéro 10. Il peut occuper un peu tous les postes. Qui doit quand même, parce que j'en ai parlé un peu avec Edgar Grollo, qui est notre correspondant en Espagne, se renforcer physiquement, parce que la Ligue 1, et déjà en Liga, c'est compliqué sur ces petites apparitions à ce niveau-là. Donc en Ligue 1, il y aura aussi ce travail-là. Un diamant brut, oui. Il doit s'aguerrir. Voilà. Donc ça pourrait être la recrue, pourquoi pas, de ce mercato hivernal, voilà, pour faire sourire. Tu seras content, hein? Mais moi, je sais pas trop. Jimmy. Le but, c'est pas de me faire sourire. Le but, c'est que le PSG. Si, nous, on est là pour que tu sois content et heureux. Pour faire face. Voilà. Simplement. Je suis sûr que toi aussi, Julien. Non, mais c'est bien. Franchement, tu vas chercher un gamin de 18 ans voilà, qui est annoncé comme un grand prospect. Après, ça n'a pas toujours marché quand on a été chercher des très jeunes au Barça. Je pense à Xavi Simons, Kais Ruiz également. Mais ouais. Non, c'est bien dans un secteur de jeu où je pense qu'il faut effectivement plus de concurrence. Alors, reste un sujet très important avant la fin de saison et c'est vraiment prochainement que les discussions vont avoir lieu. Il y en a peut-être déjà certaines qui ont lieu pour des prolongations. Il y a le dossier très important qui a été relancé cette semaine, celui d'Ousmane Dembélé. Donc on en a parlé dans After Paris cette saison, mais ça a repris un petit peu du chemin parce que on rappelle qu'il est sous contrat jusqu'en 2028. Tu révélais, Fabrice, qu'il y avait eu une première offre du PSG qui avait été rejetée par le clan Dembélé. Ah non, moi j'ai jamais dit qu'elle a été rejetée. J'ai dit qu'il y a une discussion, qu'il y a une première offre, mais j'ai jamais parlé d'offre rejetée. En tout cas, tu as dit que les discussions étaient encore en cours et que ça pouvait prendre du temps. Exactement. Sous-entendu, ils n'étaient pas d'accord tout de suite.
Sur Sans des rejet. négos comme ça, non, mais sur des négos comme ça, on n'est pas d'accord tout de On suite. va écouter ce que disait, enfin on va lire ce que disait Nasser El Khalifi donc cette semaine. C'était chez nos confrères de Canal+. On a un salary cap, comme tout le monde le sait. L'équipe et le club sont les plus importants. Ousmane est une légende du club. J'adore Ousmane comme joueur et comme personne. Les gens ne le connaissent sans doute pas, mais c'est une magnifique personne. Bon voilà, ça c'est pour dire du bien d'Ousmane Dembélé. Mais ce que l'on retient quand même, c'est qu'il rappelle que on ne peut pas faire n'importe quoi au PSG aujourd'hui. Et donc on ne peut pas plus faire n'importe quoi. pas donner n'importe quoi, On même ne si veut plus on ne faire veut plus faire n'importe n'importe quoi. quoi. C'est ça le Voilà. terme approprié. Exactement, Même parce qu'il y a si toujours autant d'argent. Toujours faire on ce a que un tu ballon veux. d'or dans l'effectif. C'est intéressant. Moi, ce que j'aimerais savoir, et je ne le sais pas totalement, c'est ce qu'en pense l'entourage d'Ousmane Dembélé. Parce que c'est vrai, quand on voit cette décla, c'est quand même une invitation à sinon revoir ses prétentions à la baisse, en tout cas les modérer fortement. Donc je ne sais pas comment ils vont le recevoir. Après, c'est une c'est un invitation au discours départ, aussi... Non, je pense que c'est un discours aussi de circonstance. Parce que très honnêtement, ce qui va se passer dans les prochaines semaines, et je l'ai toujours pensé dans ce dossier, va être très important. C'est-à-dire que si Ousmane Dembélé fait une deuxième partie de saison exceptionnelle, et il en a envie, et il a plutôt bien démarré, même si hier c'était un peu compliqué contre le Sporting, mais c'est à l'image de toute l'équipe, il a vraiment bien démarré cette année civile, et ses célébrations à chaque fois qu'il marque me font dire qu'il a envie de faire taire tout le monde, et il a en tout cas ses détracteurs, il a envie de faire une grande saison. Et si ça arrive, et que les résultats suivent, je pense qu'on réécoutera Nasser El Khalifi et je pense que le salary cap, il sera revu. Ouais, bah oui. Toi, tu le voyais plutôt comme une invitation au départ, ce que tu disais? Alors, après, c'est une posture de négo. On sait comment ça se passe dans ces moments-là. Et chacun veut affirmer ses positions. Ousmane Dembélé, il a toutes les raisons du monde de réclamer une augmentation de salaire, étant donné la saison qui vient de sortir, son statut de Ballon d'Or. Il sait aussi que, il est plus proche de la fin de sa carrière que du début, Ousmane Dembélé. Donc, c'est peut-être un de ses derniers contrats qui va être amené à signer. Il aura peut-être des offres beaucoup plus importantes à l'étranger. On peut l'imaginer. Donc voilà, en face, le message envoyé par Nasser, c'est pas, il aurait pu nous dire, comme il le faisait très souvent avec Mbappé par exemple, avant, il restera toujours au PSG. Enfin, il est hors de question qu'il parte. Surtout, il parlait pas de chiffres avant. C'est pas, voilà, et les chiffres, ils entraient jamais en ligne de compte. Quand tu voulais garder un joueur absolument, il savait l'exprimer, Nasser El Khelaïfi. Là, le message qu'il envoie de dire, on a un salary cap. Moi, ça me laisse pas. J'ai une vision toujours assez pessimiste des Qu'est-ce qu'il choses. entend par salary cap concrètement quand on parle de chiffres? Est-ce qu'il y a une limite à ne pas dépasser en termes de... Ah bah le salary cap, Non, à mon parce avis... que de ce que l'on entend par rapport à Ousmane, c'est qu'il réclame quelque chose d'équivalent, voire C'est déjà le plus supérieur gros. à ce qu'avait Kylian. Non, ça Non, c'est faux. ça, c'est Non, ça, impossible. c'est faux. Personne C'est ne faux. pourra C'est plus jamais faux. avoir C'est ça faux. dans- C'est faux. Quasiment dans l'histoire du foot, Non, mais personne n'aura. en ce Europe, qu'a en eu, tout cas, il y a très peu de Kylian gens en qui Europe. pourront toucher ce qu'il touchait en net sur son compte. Ah non. Et je pense pas qu'Ousmane veuille s'aligner sur ces chiffres-là. Après, qu'est-ce qu'il veut dire quand tu me parles de salary cap? Moi, je l'ai découvert comme vous. Hein. Je savais pas qu'il y avait un chiffre plafond. Donc ça serait intéressant aussi de savoir quel est le chiffre plafond. Avec son contrat actuel, il est déjà C'est premier celui qui gagne salaire le du club. plus. Ouais, bien sûr. Voilà. Oui. Donc le salary cap, en fait, il va être déterminé par leur négo. Là, pour l'instant, on Oui. peut pas savoir. Oui, c'est ça. Les prolongations, il y a d'autres dossiers quand même en cours, importants. Tu nous avais dit d'ailleurs dans un épisode Oui. d'After Paris que Pacho, donc il avait prolongé jusqu'en Oui, 2030. Il y a avec d'autres peut-être une option joueurs d'ailleurs. Quand même qu'il faudra surveiller. Ruiz, Ruiz, ouais. Mayoulou, Barcola aussi bien sûr. Hein, tout ça, il y a des... Exactement. Ruiz, tout Important. d'abord, qui là on voit Pacho à l'écran, qui a signé jusqu'en 2030 avec une option, il me semble, mais ça ce sera confirmé jusqu'en 2031. Ensuite, il y a Fabien Ruiz, qui lui est tout proche d'un accord pour prolonger jusqu'en 2029. Ça aussi, c'est un dossier intéressant parce qu'il a été vraiment la cible de énormément de critiques et Luis Enrique l'avait rattrapé par le col il y a un an, je me souviens, quand beaucoup au club le voyaient partir. Donc là aussi, il lui donne une nouvelle fois leur confiance. Et puis ensuite, il y aura des dossiers qui vont vraiment être intéressants parce que Pacho Ruiz, il n'y avait pas trop de doutes. C'est des joueurs qui voulaient absolument rester. Les négos sont faites assez rapidement. Pour d'autres joueurs, ça va être, je pense, plus long et peut-être un peu plus compliqué parce qu'ils ont énormément de poursuivants, de clubs qui veulent les faire signer. Je pense notamment à Seny Mayoulou, je pense notamment à Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, on en a parlé, mais ces deux dossiers, ils sont importants non seulement parce que c'est un enjeu pour le Paris Saint-Germain, mais aussi parce que s'ils partent, ils seront amenés à être remplacés et à être remplacés pour le coup par des joueurs qui vont coûter un certain prix. C'est-à-dire que ça va pas être 6 millions d'euros comme Dro Fernandez. Si demain Bradley Barcola part, ils vont se pencher sur des profils très sérieux et je crois savoir, alors ça veut absolument pas dire que Bradley Barcola va quitter le Paris Saint-Germain, mais ils sont aussi forcément dans une logique d'anticipation, donc il y a une forme de shortlist déjà, la direction travaille déjà pour l'été prochain pouvoir pallier, enfin en tout cas c'est
être prêt à tous les scénarios. Et reste à savoir si ces futurs recrues potentiels vont rentrer dans le fameux salarié cap. On ne sait pas. Qui tu peux recruter maintenant que tu as un salarié cap. Parce que si tu le présentes à Dembélé pour tes recrues potentielles, voilà, franchement, ce discours-là, moi, j'ai du mal à l'acheter quand même. Mais bon. Barcola, ça va être un enjeu évidemment important pour lui. On en fera peut-être un podcast prochainement parce que c'est vrai que tu le disais aussi, il y a eu des difficultés sur le terrain pour Bradley Barcola ces derniers temps. Donc, et pas que pour lui, je trouve, franchement, à ce poste-là. Voilà. On pourrait faire un thème un podcast sur les ailiers. Moi, le premier, j'ai dit que 2026 allait être l'année de Désiré Doué. Force est de constater depuis qu'on que a janvier dit ça, 2026 n'est pas le mois de Désiré Doué pour l'instant. On a eu le nez creux là sur cet After Paris spécial Désiré Doué. C'est pas fini. L'homme de 2026. Je trouve que celui qui envoie les signaux les plus positifs en ce moment, c'est Ousmane, parce que il a retrouvé du génie contre Lille, il a retrouvé des cannes avant-hier contre le Sporting avec ce pressing qu'on avait vu notamment en finale de Ligue des Champions. C'est celui qui a l'air d'être dans la meilleure dynamique. Quelqu'un au club, dans l'entourage du club, m'a dit Ousmane en 2026. Il est là pour éteindre. Ben voilà, on va finir là-dessus. On va éteindre les lumières, nous aussi. Merci beaucoup, Fabrice. Merci. Tu es venu avec toutes tes infos comme avec d'habitude. plaisir. Et tu reviendras dans After Paris. Merci Julien, merci Jimmy. On se retrouvera la semaine prochaine et on fera le bilan de la Ligue des Champions puisqu'il y a un certain PSG Newcastle. On verra à quel poste, à quelle place le PSG se classera dans cette Ligue des Champions. Vous pensez à liker, bien sûr, à commenter, à partager cet épisode en attendant. Et en attendant, très belle semaine à tous. À bientôt. RMC After Paris.